Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On s'attaque à un ouvrage qui fait grand bruit. Ah oui? Comment le peuple juif fut inventé de Shlomo Sandé. Audacieux, non. Ah oui, ça, c'est clair. Le titre annonce la couleur. Il ose remettre en question l'histoire traditionnelle du peuple juif. Exactement. Chomosand, il ne mâche pas ses mots. Il déconstruit l'idée d'un peuple juif unifié. Vous voyez. Oui, oui, Et il la replace dans une analyse critique des mythes nationaux modernes. fascinant. Par où est-ce qu'il commence pour déconstruire cette vision? Eh bien, il s'attaque à un élément central du récit juif, l'exil massif de Judée après la destruction du Second Temple. D'accord. Il affirme qu'il n'existe aucune preuve, ni archéologique ni historique d'un tel exode. Bon, c'est étonnant. Mais alors, comment il explique la diaspora juive à travers le monde? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Sun, il met en avant la diversité des communautés juives à travers l'histoire. Hmm, Il dit que leurs origines sont bien plus complexes qu'on ne le pense, Hmm. et qu'elles ne se limitent pas à la seule descendance des anciens Israélites. C'est-à-dire, il donne des exemples concrets. Absolument. Sun explore des épisodes historiques souvent méconnus, Oui. comme les conversions massives au judaïsme. Ah oui. Par exemple, il évoque les Iduméens et les Ituréens, Oui. forcés d'adopter la religion juive par les souverains hasmonéens. Attendez, des conversions forcées, c'est une révélation pour moi. Eh oui, c'est un aspect souvent passé sous silence, mais ça montre bien la complexité et la fluidité des identités religieuses dans l'Antiquité. Et comment s'en relie ces conversions à l'idée d'un peuple juif inventé? Il utilise ces exemples pour démontrer que l'identité juive, elle s'est construite à travers des processus historiques variés, Oui. incluant des conversions volontaires et forcées, des migrations, des échanges culturels. On est loin d'une lignée unique et ininterrompue depuis l'Antiquité. D'accord, je comprends mieux. Mais si l'exil massif n'a pas eu lieu, comment s'en explique l'idée même d'un exil juif? Sand affirme que le concept d'exil s'est construit et transformé au fil des siècles, Oui. notamment sous l'influence du civilisme. D'accord. Il déconstruit le mythe d'un exil unique et massif, et montre comment ce concept a servi à justifier certaines idéologies politiques. Intéressant. Donc pour Sand, le sionisme a joué un rôle majeur dans la construction de l'idée d'un peuple juif unifié. Exactement. Sand analyse comment le sionisme a utilisé l'histoire et la religion Oui. pour créer un sentiment d'unité nationale et justifier la création d'un État juif. Je vois. Et comment Sand était son argumentation? Il se base uniquement sur l'analyse de l'exil. Non, non, il va bien plus loin. Sand explore d'autres exemples historiques fascinants D'accord. pour démontrer la diversité des expériences juives à travers le monde. Par exemple, donnez-moi un aperçu. Prenons le royaume de Himyar au Yémen. Oui. Au V siècle de notre ère, ce royaume s'est converti au judaïsme D'accord. et a connu une période de prospérité, un épisode méconnu. Qui illustre bien la diversité des expressions du judaïsme à travers l'histoire. C'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de ce royaume juif au Yémen. Fascinant. Sans analyse d'autres régions du monde. Oui, il évoque aussi l'Afrique du Nord Oui. et la question des conversions des Berbères au judaïsme, D'accord. notamment sous l'influence de la reine Kahina, un sujet controversé Oui. qui montre la complexité des influences religieuses et culturelles dans cette région. Et ces exemples, comment Sand les utilise-t-il pour étayer sa thèse d'un peuple juif inventé? Il les utilise pour démontrer que l'histoire des Juifs ne se limite pas à un récit linéaire et homogène. Oui. Le judaïsme s'est exprimé sous des formes très diverses à travers le temps et l'espace, s'adaptant aux contextes locaux et intégrant des influences multiples. Je comprends mieux comment Sand construit son argumentation. Mais il ne se limite pas à l'Antiquité, n'est-ce pas? Il explore aussi des périodes plus récentes, ça. Absolument. Un exemple marquant, c'est celui des Khazars, un peuple turc. Qui aurait adopté le judaïsme aux yeux de siècle. Les Khazars. C'est la première fois que j'en entends parler. Ce royaume juif au cœur de l'Europe de l'Est a longtemps fasciné les historiens. Sand utilise cet exemple pour questionner l'idée d'une continuité ethnique et biologique du peuple juif. C'est-à-dire, il remet en cause l'idée d'une lignée unique depuis les anciens Israélites. Exactement. Si la conversion des Khazars au judaïsme est avérée, Oui. ça signifie que l'histoire du peuple juif est bien plus complexe et diversifiée qu'on ne le pense souvent. Je vois. L'exemple des Khazars vient donc appuyer l'idée que l'identité juive s'est construite à travers des processus historiques variés, et qu'elle ne repose pas uniquement sur une filiation biologique. Tout à fait. Sand nous invite à repenser notre vision de l'histoire juive, à la décentrer et à l'ouvrir à la complexité et à la diversité. C'est une approche audacieuse, qui ne manquera pas de susciter des débats passionnants. Mais avant de plonger dans ces débats, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur l'analyse de Sand concernant les Khazars. Avec plaisir. C'est un sujet passionnant qui mérite qu'on s'y attarde.
Alors, l'exemple des Khazars est crucial dans l'argumentation de Sand. Ils ne se contentent pas de dire qu'ils existaient. Oui. Ils creusent les implications de leur conversion au judaïsme. Justement, j'allais vous demander ça. Quelles sont ces implications selon lui? Eh bien, Sand suggère que la conversion des Khazars a pu jouer un rôle Oui. majeur dans la formation des communautés juives d'Europe de l'Est. Il remet en question l'idée d'une migration massive depuis l'Allemagne Oui. pour expliquer la présence juive dans cette région. C'est une hypothèse audacieuse. Qu'est-ce qui l'amène à penser cela? Sand se base sur des éléments linguistiques, culturels et démographiques. Il souligne la présence de noms de famille et de prénoms d'origine khazare ou slave Oui. parmi les juifs d'Europe de l'Est, ainsi que des traits culturels distinctifs D'accord. qui les rapprochent des populations orientales. C'est vraiment intéressant. On voit comment Sand s'appuie sur des détails concrets pour construire son argumentation. Mais cette hypothèse, est-ce qu'elle est largement acceptée par les historiens? Disons que c'est un sujet qui divise Oui. la communauté scientifique. Certains historiens rejettent totalement l'idée d'une influence khazare significative, D'accord. tandis que d'autres y voient une piste de recherche intéressante. Donc le débat reste ouvert. Mais au-delà de la controverse, ce qui me frappe, c'est la façon dont Sand utilise l'histoire des Khazars pour questionner l'idée même d'une race juive. Tout à fait, c'est un point central de son livre. Oui. Sand déconstruit l'idée d'une continuité ethnique et biologique du peuple juif, et il dénonce l'utilisation de la génétique Oui. pour conforter des mythes nationaux. Vous dites qu'il dénonce l'utilisation de la génétique. Pourtant, on pourrait penser que la science permet justement de clarifier les origines des populations. Sand ne nie pas l'apport de la génétique pour comprendre l'histoire humaine, mais il met en garde contre son utilisation à des fins idéologiques. C'est-à-dire, il donne des exemples concrets de cette instrumentalisation de la génétique. Oui, absolument. Il analyse les études scientifiques Oui. qui ont cherché à identifier des marqueurs génétiques spécifiques aux Juifs et montre comment leurs conclusions sont souvent fragiles Oui. et biaisées. Il dénonce l'idée d'un gène juif unique et identifiable. Je vois. Sens nous invite donc à être vigilants face aux discours qui essentialisent les identités et qui cherchent à les enfermer dans des catégories biologiques. Exactement. Il nous rappelle que la génétique peut apporter des informations précieuses sur notre passé, mais elle ne peut pas définir qui nous sommes. L'identité est une construction complexe Oui. qui dépasse la simple biologie. En parlant d'identité, est-ce que Sand applique cette analyse critique à la question de l'identité nationale en Israël? Bien sûr. Il s'attaque notamment à la législation israélienne. Qui définit la citoyenneté sur la base de critères religieux et ethniques. Il dénonce le caractère discriminatoire de cette politique. Par exemple, quel aspect de la législation israélienne critique-t-il particulièrement? Il prend l'exemple de la loi du retour, Oui, qui accorde la citoyenneté israélienne à tout juif dans le monde, sans souligne que cette loi crée une distinction oui, entre les citoyens juifs et non-juifs, et entretient un système de privilèges et d'inégalités. c'est un point sensible, effectivement. Cette loi est souvent présentée comme un symbole du lien fort entre Israël et la diaspora juive. Mais Sand y voit une source de discrimination. Oui, il met en lumière les contradictions. D'un État qui se prétend démocratique, mais qui maintient un système de discrimination envers une partie de ses citoyens. Il qualifie l'État d'Israël d'ethnocratique, Oui. c'est-à-dire un État qui privilégie une identité nationale, basée sur la religion et l'origine ethnique. Ethnocratique, c'est un terme fort. On sent que Sand ne mâche pas ses mots. Mais au-delà de cette critique de l'État d'Israël, est-ce qu'il propose des alternatives? Oui, absolument. Sand n'est pas seulement dans la déconstruction. Non. Il est aussi dans la proposition. Il nous invite à repenser les rapports entre identité nationale, religion et citoyenneté. Concrètement, quelle piste de réflexion propose-t-il là? Il imagine un avenir Oui. où l'identité nationale ne serait plus fondée sur des critères exclusifs et discriminatoires, mais sur des valeurs universelles de justice, d'égalité et de solidarité. Il plaide pour une citoyenneté inclusive, Oui. ouverte à tous, indépendamment de leur religion ou de leur origine ethnique. C'est une vision ambitieuse qui s'inscrit dans un courant universaliste. Mais comment Sand applique-t-il cette vision au contexte israélo-palestinien? Sand n'esquive pas la question du conflit israélo-palestinien. Il déconstruit les mythes et les récits historiques qui ont alimenté ce conflit et appelle à une reconnaissance mutuelle et un partage juste de la terre. C'est-à-dire, il prend position en faveur d'une solution à deux États. Oui, il plaide pour la création d'un État palestinien, viable et souverain, aux côtés d'Israël. Il critique la politique de colonisation israélienne Oui. qu'il considère comme un obstacle majeur à la paix
et dénonce les discriminations dont sont victimes les Palestiniens. Donc, pour Sand, la question de l'identité nationale est indissociable de la question de la justice et des droits humains. Il appelle à une profonde remise en question des fondements de l'État d'Israël et de sa politique envers les Palestiniens. Tout à fait. Le livre de Sand est un appel Oui. à la lucidité, au courage et à la responsabilité. Il nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans les discours dominants et à nous engager pour un avenir plus juste et plus humain. C'est un message fort qui ne manquera pas de susciter des réactions passionnées. Mais au-delà des polémiques, ce qui me frappe, c'est la force de l'argumentation de Sand et sa capacité à déconstruire des idées reçues profondément ancrées dans notre imaginaire collectif. Oui, c'est un livre qui bouscule les certitudes. Et qui nous force à repenser notre vision de l'histoire, de l'identité et de la politique. Un livre qui ne laisse personne indifférent. Absolument. Et après avoir exploré ces aspects historiques et politiques, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à la vision que Sand propose pour l'avenir du judaïsme. Oui, Car si j'ai bien compris, il ne se contente pas de critiquer, il esquisse aussi des pistes oui, pour repenser l'identité juive. Vous avez tout à fait raison, Sand ne se limite pas à la déconstruction. Il propose aussi des pistes de réflexion pour repenser le judaïsme Oui. et les rapports entre judaïsme et sionisme. Et c'est là que son analyse devient encore plus stimulante. Quentin Sand imagine un judaïsme débarrassé de son lien exclusif avec l'État d'Israël. C'est une proposition radicale. Comment il envisage un judaïsme sans sionisme? Il propose de repenser le judaïsme comme une culture et une religion, plutôt que comme une nationalité. Ah oui, je vois. Redéfinir l'identité juive en dehors du cadre national. C'est audacieux. Mais concrètement, qu'est-ce que ça impliquait? Ça signifie reconnaître la diversité des expressions du judaïsme. À travers le monde et à travers l'histoire, un judaïsme multiple, ouvert aux autres cultures, ancré dans des valeurs universelles. Donc un judaïsme qui ne serait plus défini par l'appartenance à un État-nation, mais par une culture, une histoire, des traditions communes. Exactement. Et ça implique aussi de dissocier le soutien à Israël de l'identité juive. Ah oui, c'est un point crucial, et sans doute très controversé. Vous voulez dire qu'on peut être juif sans pour autant soutenir la politique de l'État d'Israël? C'est précisément ce que Sand défend. Il nous invite à distinguer entre l'attachement à la culture et à la religion juive, et le soutien à la politique d'un État. On peut critiquer la politique d'un État sans pour autant renier son héritage culturel ou religieux. Je comprends. Sand appelle à une forme d'universalisme, qui dépasse les frontières et les nationalismes. Un judaïsme qui ne se replierait pas sur lui-même, mais qui s'ouvrirait au dialogue et à la solidarité avec les autres peuples et cultures. Tout à fait. C'est un message fort, qui résonne particulièrement aujourd'hui, dans un monde marqué par les replis identitaires et les tensions géopolitiques. Sand nous rappelle que nous avons tous une responsabilité, en tant qu'individus, pour construire un avenir plus juste et plus solidaire. C'est un appel à l'engagement, à la réflexion, au dépassement des clivages. Un appel qui s'adresse à tous, quelles que soient nos origines et nos croyances. Sand nous montre que la question de l'identité juive est loin d'être figée, qu'elle est en constante évolution et qu'elle peut être source de débat, de réflexion, de renouvellement. Absolument. Et c'est ce qui rend son livre si stimulant. Il ne nous donne pas de réponse toute faite, mais il nous incite à nous poser les bonnes questions, à interroger nos certitudes, à explorer de nouvelles pistes de réflexion. En fin de compte, ce qui me frappe dans l'analyse de Sand, c'est son optimisme. Malgré la critique acerbe qu'il formule à l'encontre du sionisme et de l'État d'Israël, il ne cède jamais au pessimisme ou au cynisme. Il garde une foi profonde en la capacité des individus à se transformer, à évoluer, à construire un avenir meilleur. Oui, c'est un message d'espoir qui traverse tout son livre. Un espoir fondé sur la conviction que le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect de la différence sont les seuls chemins vers un monde plus juste et plus humain. Et je crois que c'est sur cette note d'espoir qu'on peut conclure notre exploration de l'univers fascinant et provocateur de Shlomo Sand. Un grand merci à vous pour vos éclaircissements précieux. Merci à vous pour cette conversation stimulante. Chers auditeurs, on espère que cette plongée au cœur des idées de Shlomo Sand vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos réactions et à poursuivre le débat. À bientôt pour une nouvelle exploration.